Laure, salut. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, je vous remercie, j'y pensais tout à l'heure en parlant. C'est Brice Picot qui m'avait permis de te contacter, qui m'avait donné ton adresse email. Et puis après, en discutant, on s'est rendu compte voilà, que tu connaissais bien mon petit frère Clem. Donc voilà, j'en profite, si jamais l'un et l'autre écoutent le podcast, et je pense qu'ils le feront, pour leur passer un bonjour et pour les remercier en tout cas. Est-ce que tu peux nous donner ta définition personnelle de la performance? Ma définition personnelle de la performance. Euh, Alors, ma définition personnelle de la performance, en fait, je pense qu'elle consiste à déterminer si la performance, elle est euh, quantifiable ou pas, et si elle est finalement auto-référencée ou référencée par rapport à l'extérieur. Hmm. Et quand on a l'habitude de parler de performance en sport, ben, c'est souvent soit une performance métrique, donc voilà, j'ai mis 3h30 au marathon, soit une performance en termes de résultats, ben, j'ai eu telle médaille au JO. Hmm. Mais pour autant, je pense qu'il y a des athlètes qui ont un regard sur la performance, enfin qui ont une définition de la performance qui est complètement décorrélée d'une performance métrique Ok. et qui est du coup pour eux une performance, ben, c'est ce que j'appelle auto-référencée. Et du coup, finalement, ma définition de la performance, ça serait une performance, bon, bien sûr multifactorielle, mais Hmm. surtout euh, quelle est finalement, enfin, dans la définition de la performance, je rentrerai le fait de déterminer à chacun le fait de pouvoir définir quelle est sa propre performance et bien sûr se questionner sur pourquoi il veut atteindre cette performance. Hmm. Donc voilà, donc il y en a, ça peut être une performance en termes de réussite en termes de carrière, réussite Hmm. sociale, ça peut être une performance beaucoup plus philosophique ou Hmm. une performance en termes de progression, d'introspection, de connaissance de soi. Et Hmm. pour autant, ça reste de la performance. Donc, je pense Hmm. qu'il faut distinguer performance et performance sportive. Hmm. Ensuite, bah, bien sûr, quand on rentre sur de la performance sportive, je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est multifactoriel, qui se retrouve dans tous les modèles de perf des fédés. Hein. Je relisais Hmm. hier le modèle de perf de la fédé de cyclisme ou de la fédé de ski, ils sont assez similaires. Et du coup, on voit les facteurs ben, au niveau physiologique, au niveau Hmm. mentaux, au niveau psychologique, au niveau biomécanique. Donc voilà. Et l'intérêt, je pense, c'est d'avoir une approche vraiment très holistique de la performance Hmm. et de ne pas laisser un côté, enfin un facteur de perf de côté, mais vraiment s'assurer, ou tout du moins dans le sport de haut niveau en tout cas, s'assurer que chacun des facteurs de perf est pris en compte, est travaillé, est abordé, est connu de l'athlète et pour essayer de mener vers ben, l'optimisation d'une performance. Ok, top, impeccable. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, où tu as fait les études et qu'est-ce que tu fais actuellement? Ouais, alors Laure Fernandez, je suis actuellement maître de conférence, mais peut-être que je vais revenir sur le parcours et je vais finir Hmm. par là où j'en suis actuellement. Vas-y, vas-y. Donc moi, j'ai fait des études en STAPS. Rapidement, j'ai compris que le prof de PS, c'était absolument pas fait pour moi. Donc rapidement, je me suis orientée vers la filière recherche. Hmm. Donc j'ai fait un master recherche en sciences du mouvement humain. Derrière, j'ai fait un doctorat en sciences du mouvement avec la spécificité, enfin la filière neurosciences comportementales. Hmm. Donc j'ai fait ma thèse à Marseille. Donc j'ai fait tout mon cursus universitaire à Marseille. Et une fois que j'ai terminé ma thèse, ben, j'ai cherché un postdoc à l'étranger et les aléas de la vie m'ont permis Hmm. d'atterrir à Rome en postdoc. Donc j'ai fait 2 ans à Rome, C'est qui énorme. était une expérience absolument exceptionnelle, tant du point de vue perso que du point de vue culturel, que du point Hmm. de vue professionnel. Bon, Hmm. c'était magique. Hmm. Euh, à Rome, du coup, j'ai fait un postdoc. J'étais dans une clinique de réhabilitation neuro. Ok. J'étais dans le laboratoire de professeur Laquaniti et en fait, j'ai rajouté, enfin l'idée pour moi du postdoc, bon déjà c'était de sortir du labo, Hmm.
d'avoir une nouvelle expérience, d'acquérir une nouvelle langue, puisque du coup, même si j'ai bossé en anglais, bon, bah, du coup, j'ai forcément aussi appris l'italien. Mais j'ai surtout aussi ouvert un autre champ de recherche. Donc, j'ai travaillé pas mal sur tout ce qui était synergie musculaire. Donc, j'ai rajouté aux techniques d'analyse du mouvement, j'ai rajouté la technique de l'EMG. Et voilà, j'ai appris à m'intégrer dans une nouvelle équipe et à fonctionner avec un fonctionnement qui était propre au labo et qui était différent du fonctionnement et du statut que je pouvais avoir quand j'étais en thèse. C'est aussi finalement, quand on part en postdoc, la première occasion d'être ce qu'on appelle un chercheur senior et non plus un chercheur qui est dirigé par un directeur de thèse. Donc, ça m'a permis d'essayer d'être un petit peu plus source de propositions, essayer d'interagir un petit peu plus en ayant moins ce côté élève ou apprenant. Mais voilà, et ça m'a énormément aidé pour arriver à trouver confiance en moi, mais surtout arriver à voir aussi un autre aspect de la recherche. Donc, c'était hyper intéressant. À l'issue de ces 2 ans, j'avais décroché un autre postdoc dans un autre labo à Rome. Et en même temps, il y a un poste de maître de conférence, du coup, qui a été publié avec un profil très spécifique, enfin, très en lien ou très similaire à mon profil. Donc, du coup, j'ai passé le concours et j'ai eu ce poste. Donc, depuis, je suis maître de conférence à Marseille. Donc, maître de conférence, ça consiste à partager notre temps de travail entre un temps d'enseignement et un temps de recherche. Donc, j'enseigne à la faculté des sciences du sport à Marseille, sur tout ce qui est neurosciences, processus cognitifs, méthodologie de la recherche, bien sûr, traitement du signal, et plus récemment, j'enseigne aussi tout ce qui est cours en préparation mentale dans le master EOPS, donc en entraînement optimisation de la performance sportive. Et du coup, en parallèle, je réalise toutes mes activités de recherche à l'Institut des sciences du mouvement. Donc, c'est une unité mixte Aix-Marseille Université et CNRS. Donc, je travaille. Alors, j'ai eu plein de domaines de recherche, mais plus récemment, j'ai quand même resserré un petit peu mon activité de recherche sur tout ce qui est processus cognitif en sport et entraînement cognitif. Et je travaille aussi quand même pas mal sur la charge cognitive, notamment en collaboration avec des grands industriels. Donc, ça, c'est pour les recherches en lien avec l'industrie de l'automobile ou l'industrie de la marine. Et en parallèle à cela, j'ai une activité de préparatrice mentale. Et je suis actuellement en train de terminer un cursus psycho pour avoir le titre de neuropsycho dans les prochains jours. Ça ne saurait tarder. Voilà, donc ça remplit des semaines. Ouais, tu m'étonnes. En plus des enfants et de l'activité sportive que j'essaye de maintenir quotidienne. Ouais. Ah bah, c'est génial. Et justement, pour revenir sur la cognition, est-ce que tu as une définition de cette cognition, de cette charge cognitive? C'est quoi la cognition? Parce que nous, en kiné, ça devient entre guillemets de plus en plus à la mode sur des rééducations type entorse de cheville ou ligament croisé antérieur. Et puis tu vois, Brice, il a fait sa thèse là-dessus. Mais en vrai, en kiné, tu vois, on dirait que c'est une boîte noire, tu as des informations qui remontent, tu as cette boîte noire où tu sais pas ce qui se passe, et puis ça renvoie d'autres informations. Mais c'est quoi la cognition? Ça va de où à où? C'est quoi? Alors, c'est une jolie boîte noire, effectivement, qui a été considérée comme une boîte noire par les behavioristes pendant un long moment, mais sur lesquels maintenant on a quand même un petit peu plus de connaissances sur le fonctionnement et notamment les différentes étapes. Donc, la cognition, de façon très théorique, on considère comme étant tout le processus de traitement de l'information. C'est un processus assez complexe qu'on décompose en différentes étapes ou en différents processus cognitifs qui viennent participer à ce traitement de l'information. Ces processus cognitifs, ils peuvent fonctionner de façon sérielle ou séquentielle. Donc, soit ils fonctionnent en parallèle, soit ils fonctionnent de façon
très séquentiel. Et nous, on a quand même tendance, pour expliquer ça de façon assez simpliste, à découper ce processus assez complexe en 3 étapes, que sont les 3 étapes de traitement de l'information, à savoir donc la perception, la prise de décision et la programmation du geste. Donc le traitement de l'information, pour arriver à comprendre, en fait, moi j'ai un petit schéma assez simple qui consiste à avoir un stimulus ou une information qui rentre dans le système. Et en bout de chaîne, un geste moteur, puisque nous, on va s'intéresser à la cognition pour le geste moteur. Un geste moteur, un mouvement sportif, une habileté motrice en sortie. Et finalement, l'idée de la cognition, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe entre l'entrée de cette information dans le système et la production du geste en sortie. Donc l'entrée dans le système, elle se fait, enfin la possibilité de faire rentrer une information dans le système, elle se fait donc déjà par les premiers filtres que sont les organes sensoriels, que ce soit la vision, l'audition, la kinesthésie, etc. Donc c'est ce qui permet effectivement de capter l'information, mais du coup de passer par la première étape qui est une étape de perception de l'information. Bien sûr, on sait qu'on n'a pas la possibilité de percevoir toutes les informations qui nous parviennent à chaque instant. Donc, il va déjà y avoir un premier filtre qui va consister à ne laisser rentrer dans le système que les informations pertinentes pour l'action. Et c'est là qu'un sportif expert, d'ailleurs, il a cette expertise à avoir bien identifié les informations pertinentes pour ne pas alourdir le système cognitif d'informations qui ne seraient pas pertinentes pour l'action. Donc, on fait passer l'information. Ouais. Vas-y, c'est génial. Vas-y, j'ai eu plein d'idées, d'exemples. Vas-y. Okay. Donc, on fait passer l'information à travers cette première étape qui est le stade perceptif, en parallèle avec une notion de filtrage. Et puis, une fois qu'on a prélevé cette information qui nous permet du coup d'avoir des informations sur l'environnement et sur quelle interaction on a avec l'environnement à l'instant T, du coup, en fonction de cette information, on va prendre une décision sur quoi faire. Donc, du coup, deuxième étape, quoi faire? Donc, prise de décision. Là, cette prise de décision, bien sûr, elle met en jeu tout ce qui est processus attentionnel, puisque au plus j'alloue de l'attention au traitement de l'information, au plus ce traitement de l'information est rapide, pertinent, efficace. Et puis cette phase de prise de décision, elle met aussi elle fait rentrer en jeu tout ce qui est processus mnésique, enfin tous ces processus mémoire, parce que du coup je vais faire des liens avec toutes les connaissances que j'ai, toutes les situations dans lesquelles je me suis déjà retrouvée, et pour faciliter la prise de décision. La prise de décision, elle fait aussi rentrer tout ce qui est capacité de réponse que j'ai et que j'ai apprise. Donc voilà, sachant que du coup, je vais prendre ma décision parmi l'ensemble des réponses motrices que j'ai déjà enregistrées, que j'ai déjà apprises. Donc, processus de prise de décision, et derrière, une fois qu'on a pris la décision, sélection des membres qui vont pouvoir participer à la production du geste, détermination de l'intensité ou l'amplitude des muscles auxquels qui vont être recrutés, et envoi de la commande en périphérie pour qu'il y ait une contraction musculaire qui permette la production du geste. Et donc en sortie, on a le geste. Et ce qui est important dans la cognition, ce qui est important de comprendre, je pense, c'est que finalement, tout ça, ça reste quand même une boîte noire, dans le sens où on ne peut pas l'observer réellement. Et nous, dans tout ce qui est recherche sur les processus cognitifs et les neurosciences comportementales, finalement, on va partir du geste parce que c'est ce qui est observable, c'est ce sur quoi on va pouvoir avoir des variables de performance et avoir des métriques. Et à partir de ce qu'on observe, on va essayer d'inférer ou de remonter au processus de contrôle et aux processus cognitifs qui ont permis de donner lieu à ce geste. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de se dire qu'on part de la sortie motrice, de la fin, et de ce qui est observable, quantifiable, mesurable, pour arriver à remonter à ce qui s'est passé en termes de processus de contrôle. Et on a aussi du coup la possibilité d'essayer de manipuler, contrôler les informations qu'on fait rentrer dans le système pour arriver du coup, en ayant l'entrée et la sortie, inférer ce qui se passe au milieu. Ouais, c'est énorme. Ouais, peut-être un petit peu, non, long, désolée. Ah non, mais c'est génial. C'est tellement... ça paraît simple, mais il y a tellement d'étapes et tout ça. Donc, si je synthétise un peu, on peut voir
la fin, c'est-à-dire ce qu'a donné le traitement du geste, et on peut mesurer, on va dire, de la force ou quel geste ton sportif va faire, etc. Et à partir de là, tu peux essayer de réfléchir, et tu disais, en jouant aussi sur tout ce qui est peut-être perception au début et organes sensoriels. Par exemple, tu peux lui mettre des lunettes pour dire, ben voilà, là, il aura pas la vue, ou tu peux, je sais pas, lui mettre de la musique pour dire, ben voilà, là, il pourra pas entendre, mais on va voir quand même comment il réagit. Et Ouais, donc, tu peux en conclure qu'est-ce qu'il utilise préférentiellement comme organe sensoriel ou comme entrée, puisque tu as à la fin le geste. Et tu peux dire, ouais, ben, lui, il va utiliser plus la vue, lui, il va utiliser plus la kinesthésie, ou tu vois, il y a des joueurs où qu'on dit, ils ont des yeux derrière la tête. Tu vois, tu peux feinter des trucs pour dire, ben, en fait, oui, ce joueur-là, malgré tout, il a une perception de l'espace qui est au-dessus de la norme par rapport aux autres et tout ça. ouais, Et mais par contre, tout ce qui est au milieu, donc comme disait la boîte noire, tu as le début, tu peux bidouiller pour essayer, enfin, pardon, tu as la fin, tu peux bidouiller pour avoir le début, mais tu sais pas trop mesurer, tu sais pas voir ce qui se passe comme traitement, quelle est la différence entre un sportif de très haut niveau qui va peut-être traiter l'information encore plus vite ici par rapport à un amateur. Et du coup, la difficulté, c'est de dire qu'est-ce qui se passe là. On a la fin, on peut, en bidouillant, en essayant des choses, en bidouillant des choses, on peut avoir le début, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment, est-ce que tu penses qu'à l'avenir, on va pouvoir le mesurer avec, tu vois, des IRM fonctionnels, avec des trucs comme ça, ou est-ce que ça restera toujours un peu flou ce qui se passe à l'intérieur, et qu'est-ce qui fait que ben, Antoine Dupont ou Zidane ils sont comme ça, et qu'est-ce qui fait que d'autres joueurs, des joueurs amateurs, ils sont bons mais ils auront jamais cette vitesse de traitement de ce qui remonte des afférences, et ce qui se passe là-haut qui va vite, tu vois, comment on fait pour mesurer ce qu'il y a là-dedans? Alors, la réponse que je vais faire, c'est peut-être pas la réponse scientifique, enfin, ou tout du moins la réponse à laquelle tu attendais, mais en fait, la réponse que je vais faire dans un premier temps, c'est une réponse très terrain. Mm, Euh, pour te dire que au final, pour optimiser, alors si on est dans une démarche d'optimisation de la perf, mm, donc d'entraînement de la cognition pour optimiser la perf, je serais tentée de te dire que comprendre exactement ce qui se passe entre l'entrée et la sortie, et mm, identifier très précisément mm, les mm. aires cérébrales qui s'activent, et moi j'aurais tendance à te dire je m'en fous. On s'en fout. Mm, En fait, moi, j'aurais tendance à dire que ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on manipule comme entrée, dans mm, quelles conditions on place l'athlète, et qu'est-ce qu'il en est en sortie, et finalement, qu'est-ce qu'on lui a permis de créer entre la manipulation de l'entrée, ça mm, on peut contrôler, mm, et qu'est-ce que lui, il arrive à en faire, et quelle est sa part de créativité, mm, d'intuition comportementale, et de pertinence motrice pour en mm, observer quelque chose en sortie. Et donc là-dessus, tu disais, on peut lui mettre des lunettes, on peut lui mettre... mm, en fait, il faut partir du principe que tout ce qui rentre, ben c'est ce que je disais, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Et du mm, coup, là, on a quand même plusieurs possibilités. Donc, soit on restreint, donc on mm, enlève l'accès à certaines informations. C'est l'idée des lunettes stroboscopiques. Donc, tu mm, coupes l'accès aux infos visuelles à une certaine fréquence pendant un certain temps. Mais tu peux aussi distraire, donc rajouter de l'information mm, dont tu sais qui est absolument mm, pas pertinente, donc ce qui devient un distracteur, mais du coup, l'objectif, ben, ça va être plus de forcer l'athlète à focaliser son attention sur mm, les informations pertinentes, et de totalement inhiber les distracteurs que toi, tu lui envoies. On peut brouiller, donc appauvrir ou à l'inverse enrichir, ou brouiller ou biaiser certaines informations, où on peut, à travers des consignes, limiter finalement les choix qu'ils vont pouvoir avoir. Quand tu proposes une situation d'entraînement au penalty à des enfants mm, enfin, des enfants qui pratiquent le foot, ben, tu vas pouvoir leur dire ben, tu as le droit de tirer que dans la lucarne droite mm, et que dans ou lucarne gauche, donc tu diminues l'incertitude, donc forcément tu facilites la prise de décision, ce qui mm, est totalement impensable chez un footballeur pro. Donc tu vois, tu as aussi cette possibilité à travers les consignes de limiter la charge cognitive que tu vas proposer à mm, l'athlète, ou à l'inverse de l'enrichir. Euh, et finalement, plutôt que d'aller essayer de savoir exactement ce qui se passe et quelle zone s'active, l'idée c'est de
optimiser ce processus entre l'entrée et la sortie. Mmh. Après, pour répondre quand même à ta question de savoir dans quelques années est-ce qu'on aura progressé, Mmh. je pense qu'on aura progressé forcément parce que des systèmes EEG avec des NIRS qui sont embarquables et avec des tests terrain, c'est quelque chose qui est déjà fait et dont on va, enfin, je suis persuadée qu'il va ne cesser de progresser. Après, avec toute la complexité que ça demande d'aller traiter des signaux EEG dans des situations de terrain. Terrain. Et après, si on en revient quand même à la rigueur scientifique qui nous pousse pour arriver à comprendre un processus, avoir un protocole expérimental qui est répétable avec des conditions qui sont toujours les mêmes et avec plusieurs sujets, un protocole très contrôlé, finalement, il va falloir aller sur le terrain, bien sûr, avec ces systèmes d'enregistrement EEG embarqués, mais en ayant quand même toujours des situations expérimentales où tu contrôles l'entrée, tu regardes la sortie, tu regardes ce qui se passe au milieu, avec potentiellement des cohortes d'experts et des cohortes de novices. Donc, après, on colle la méthode expérimentale à tout ça. Et donc, bien sûr, je pense qu'il y a un avantage à de la recherche fondamentale pour comprendre cette boîte noire. Maintenant, moi, j'ai toujours un pied sur le terrain et un pied dans le labo. Je pense qu'on est encore loin d'arriver à digérer ces résultats purement fondamentaux et les mettre au service de l'entraîneur pour que lui puisse optimiser ses protocoles d'entraînement ou d'optimisation de la perf avec les athlètes qui coachent. Donc, la recherche fondamentale pour comprendre les processus, super. Et maintenant, reste quand même toujours à réfléchir au tremplin et au transfert de tout ça sur le terrain et la mise en commun de l'homme de terrain avec le chercheur pour tout ça, ça fasse une jolie collaboration à visée d'optimisation de la perf. Génial. Et on a parlé justement d'aspect perf, où on disait, tu as dit, quand on a la perf et en fonction de ce qui est rentré dans le système, en fait, on peut ne pas s'intéresser à la boîte noire tant que la perf est là. Par exemple, mais en rééducation, tu vois, il y aura un intérêt, je pense, dans les années à venir, à dire, voilà, on contrôle les entrées, on voit le mouvement et en termes de perf, ça va pas du tout. Et tu vois, à quel endroit dans le système ça bug, ou à quel endroit il y a une erreur, aussi bien en rééducation, tu vois, après une blessure, que en termes de prévention, tu vois, j'en sais rien, on parle des croisés, de dire, voilà, ce joueur-là ou cette joueuse-là, elle prend des infos, elle surstimule au niveau visuel, elle prend que des infos visuelles, et dès qu'elle fatigue, elle est moins précise, du coup elle se met en danger au niveau postural et par rapport à son croisé. Et donc, une question aussi que je me disais par rapport à cet aspect cognitif, comment on peut l'entraîner? Est-ce qu'on l'entraîne juste en gérant les entrées? Est-ce qu'on l'entraîne un peu comme tu disais, en donnant plus d'infos et voir comment il les traite et se dire, voilà, par exemple, dès qu'on le surstimule, il prend plus les bonnes infos, donc il se met en danger. Ou tu vois, comment on entraîne cet aspect cognitif? Et je rajoute une couche, en fonction de quel sport? Parce que tu bosses avec différentes fédés, mais entre quelqu'un qui fait du vélo de descente, entre je sais pas, quelqu'un qui va faire de la natation, quelqu'un qui va faire de l'athlé, ou quelqu'un qui va faire du foot, l'aspect cognitif et la charge cognitive, elle est pas du tout la même. Donc, en fonction de quel sport, comment tu travailles cet aspect cognitif? Alors, là, il y a beaucoup de questions dans tes questions. Désolé. Déjà, je pense que pour simplifier vraiment ma réponse, je vais mettre volontairement tous les aspects psycho de côté. Parce que quand tu disais un sportif, on le sait, hein, le premier risque de croiser chez un footballeur, c'est la surcharge informationnelle et le fameux chaos, alors que le geste technique est pas forcément lésionnel. Enfin, C'est le faire. risque de lésion, mais du coup, c'est vraiment purement au niveau de la charge cognitive et le traitement de l'info. Mais ça dépend aussi de l'état de fatigue, de l'enjeu, du niveau émotionnel dans lequel se trouve le sportif à ce niveau-là. Donc, bon, des aspects un petit peu plus mentaux, psycho, donc ceux-là, je les laisse de côté
À la limite, je reste plus dans un cadre chercheur en neurosciences comportementales. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que oui, ce processus de traitement, ce processus cognitif, ce processus de traitement de l'information, il s'entraîne et il s'entraîne de façon très spécifique et il s'entraîne effectivement de façon très spécifique par rapport au sport. Et là-dessus, il ne faut pas partir des processus cognitifs pour aller vers le sport, mais je pense qu'il faut avoir une analyse. Il faut partir du sport. Et du coup, c'est pour ça que moi, la première séance ou le premier contact que je peux avoir, c'est un contact avec l'entraîneur. Et c'est aller avec lui sur le terrain et observer un entraînement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en partant du sport, ça permet d'écrire la logique interne de l'activité et du coup comprendre, main dans la main avec l'entraîneur qui a lui son expérience et ses connaissances terrain que moi j'ai pas, mais essayer de comprendre main dans la main tous les deux quels sont les processus cognitifs spécifiques requis dans ce sport-là. Donc, tu parlais tout à l'heure du VTT de descente. Clairement, le VTT de descente, ça ne demandera pas les mêmes capacités cognitives ou ça ne sollicitera pas les mêmes processus cognitifs que ce que peut solliciter le basket. Et donc, à partir du moment où, avec l'entraîneur, on a quand même bien identifié les processus cognitifs requis dans cette activité, à ce moment-là, on peut aller, on peut redescendre et on peut partir cette fois-ci du processus cognitif pour aller l'entraîner et mettre des situations d'entraînement qui permettent d'entraîner ce processus cognitif. Et toute la difficulté, donc là, je vais tranquillement glisser vers la notion de processus cognitif. Toute la difficulté actuellement pour aller entraîner ces processus cognitifs, c'est qu'on n'a pas encore de batterie de tests qui permet de profiler l'athlète au niveau cognitif, chose qui existe en préparation physique avec des tests à l'effort ou des tests lutte légers qui permettent d'avoir, ou des profils force-vitesse. Et donc finalement, il n'y a pas de test normé qui permet d'avoir une baseline en disant ok, là j'attaque ma saison, je profile l'athlète et du coup j'ai ma baseline en termes de capacité de mémoire, capacité d'attention, capacité de flexibilité cognitive, capacité d'inhibition et voilà. Donc nous on en a développé une de batterie pour avoir avec un projet ANR avec le Krebs-PACA, pour avoir donc un radar sur les processus cognitifs d'un athlète, mais c'est encore à l'échelle expérimentale. Et ensuite, et c'est là que c'est intéressant, c'est là que commence c'est là que c'est intéressant et surtout très important que le chercheur discute avec l'entraîneur pour lui restituer ses résultats et pour voir comment lui, il transfère ses résultats purement recherche sur le terrain au niveau de l'entraînement cognitif. Donc, pour résumer, parce que je crois que je suis partie un petit peu loin, oui, ça s'entraîne. Le tout, c'est de savoir de savoir qu'est-ce qu'on veut entraîner. Donc, pour ça veut dire qu'il va falloir faire une analyse de l'activité. Et identifier les processus cognitifs qui sont requis, qui sont mis en œuvre dans l'activité, et du coup derrière savoir comment entraîner au mieux ces processus, sachant qu'un processus cognitif il agit jamais de façon isolée. Donc c'est que ce soit les fonctions exécutives ou les autres processus cognitifs, ils fonctionnent quand même souvent tous en synergie ou en parallèle. Donc ça veut dire aussi que quand on met en place un protocole d'entraînement cognitivo-moteur, en fait on tire un petit peu, pas à vue, mais on s'assure de balayer l'ensemble des processus cognitifs qui vont être requis par l'activité. Ok. Et est-ce que avec ces radars dont tu parlais, un peu profil cognitif qui est expérimental, mais est-ce que avec ces radars tu peux dire voilà, cet athlète, c'est là qu'il faut qu'on bosse, parce que là, par rapport aux autres, dans ce même sport, il est en dessous, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour en arriver là ? Alors, toute honnêteté, c'est encore trop tôt pour en arriver là. En toute honnêteté, c'est trop tôt pour en arriver là parce que ça reste des tests. Alors, c'est des tests normés. Ça a l'avantage que ce soit des tests validés scientifiquement. Mais
pour moi, ça reste des tests sur table, enfin des tests labo. Et du coup, je trouve que manque encore à l'étape actuelle, manque encore à notre, à notre projet, la sphère motrice, donc mesurer ses capacités cognitives, parce qu'on est vraiment dans de la mesure, hein, donc à travers des mesures de temps de réaction, des taux d'erreur, mais manque encore dans la mesure de ses capacités cognitives l'aspect moteur, parce qu'on décorrèle l'aspect moteur pour l'instant. Donc voilà, donc on y travaille, hein, mais bon, c'est quand même pas facile de transposer des tests normés labo sur le terrain. Sur le terrain. Et qui plus est, moi j'aimerais développer des batteries de tests profilage cognitif avec l'aspect moteur qui soit spécifique à l'activité. Donc en foot, je vais te dire, c'est assez facile. Tu vas faire une conduite de balle tout en lui demandant de faire des tâches cognitives. Donc là, tu as l'aspect cognitivo-moteur. Donc bon, ça va. En basket, pareil, tu vas le faire dribbler. OK. Bon, quand tu parles de ski, alors je travaille pas mal un petit peu avec le ski et je travaille aussi quand même pas mal avec le vélo. Bon, mettre en place alors cyclisme sur piste, encore, je pense que ça peut aller. Bon, VTT, que ce soit du XCO ou VTT de descente, le mettre en activité tout en ayant une tâche cognitive normée, ça pour l'instant, c'est pas possible. Donc ça manque actuellement dans le profilage. Et pour moi, manque aussi l'expertise et la connaissance de l'entraîneur. Bon, connaissance de l'activité, bien sûr, mais surtout connaissance du profil cognitif du joueur par l'entraîneur. Je sais pas si tu me suis, mais les entraîneurs, ils ont une expertise. Alors, je parle d'entraîneurs de haut niveau, hein, mais ils ont développé une acuité, comment dire, une certaine acuité à voir certaines choses chez les athlètes qui suivent au quotidien pendant X heures par semaine. Ils ont développé ce sens hyper aiguisé à aller voir certaines choses chez eux que pour l'instant, un profilage avec des tests labo ne nous permet pas de capter. Donc, cette connaissance de l'entraîneur qu'a la façon de répondre à certains exercices qu'il propose à son athlète, ben, cette connaissance-là, pour l'instant, on n'arrive pas à la... Comment dire? À la traduire la transférer en termes de data. Alors, moi, je passe du temps à faire des entretiens avec les entraîneurs et voilà, mais bon, ça demande de mettre un cadre bien précis parce que du coup, il faut laisser de côté les biais d'attente des entraîneurs et rentrer vraiment dans une analyse objective de l'activité du joueur par l'entraîneur. Et puis ensuite, ça demande, ça demande des entretiens, Donc moi, actuellement, voilà, j'ai un petit peu, alors, j'ai des données de tous les côtés, mais j'avoue que j'ai pas encore tout rassemblé avec un profilage cognitif qui pourrait être passé en début de saison ou qui pourrait être passé en milieu de saison, et voilà. Et l'une des raisons qui a fait que j'ai voulu compléter avec un cursus neuropsycho, c'est pouvoir aussi avoir quand même les tests neuropsycho très normés. Et tu vois, par exemple, sur des suites alors là, je pars loin, là, je divague, mais sur des prises en charge de commotion ou suites de commotion, si on arrivait à avoir des tests neuropsycho passés en début de saison en termes de baseline pour l'ensemble des joueurs ou l'ensemble des athlètes qui sont exposés à des risques de commotion, ben derrière, quand il y a commotion, tu vois, on aurait quand même la possibilité d'avoir une référence en termes de capacité cognitive sur les différents processus cognitifs testés avec les tests neuropsycho, et du coup avoir un peu un référentiel et des tests étalons pendant la réhabilitation ou la suite de commotion. Et justement, ça me fait penser, on avait parlé d'une appli comme ça, et moi que j'utilise chez mes patients commotionnés. Alors, j'ai pas de baseline,
parce que quand Et ils ouais. arrivent, ils sont déjà commotionnés, malheureusement. Et, Mais par contre, je m'amuse, enfin, en tout cas, moi, je m'amuse, eux, un peu moins, mais je m'amuse à traquer entre le post-commotion, tu vois, quelques jours post-commotion et plusieurs semaines commotion, à traquer, tu sais, le temps de réaction simple. ouais. Et après, surtout les tests de Stroop, etc., de voir justement comment ça évolue. Après, tu sais jamais si c'est lié à l'entraînement et à la familiarisation qui est plus importante et du coup, forcément, ils progressent, ou c'est lié, comme ils ont moins de symptômes et ils récupèrent des compétences cognitives, ils sont de plus en plus bons. Donc, tu sais pas à quoi c'est lié, mais je Ou trouve à la ça déjà intéressant. fatigue, ou au sommeil, parce que Ouais, c'est quand même ouais, hyper très fluctuant. ouais, c'est clair, Là, la c'est clair. difficulté d'aller capter, d'aller mesurer les capacités cognitives, c'est que c'est quand même Mm. hyper fluctuant et ouais, Et je intéressant. remets sur ton profilage. Entre le profilage fait en labo et entre guillemets le profilage lié à l'œil du coach, est-ce que ça t'est déjà arrivé de comparer les deux sur une discussion ouverte avec des coachs, ça, et de vous dire, vous, Ouais. ah ben ouais, c'est vrai qu'effectivement, en labo, on est trop loin de ce qui se passe sur le terrain, donc au final, ça correspond pas, ou alors est-ce que justement, des fois, plus souvent, ça penche vers même en labo, il réagit comme ça, et d'après le coach sur le terrain, il réagit aussi comme ça, donc c'est cohérent. Ouais. Alors merci pour la question, elle est hyper intéressante et elle est Mm. hyper très factuelle parce que c'est du coup en fait pour comprendre, moi quand je restitue le profil aux entraîneurs. Alors déjà, je fais jamais un envoi du profil comme ça, Mm. mais je restitue, enfin, je prends systématiquement 1 heure et demie d'entretien avec l'entraîneur pour restituer le profil. Et en fait, la façon dont je rentre dans cette restitution, c'est qu'en fait, moi, je me tais et je Mm. demande à l'entraîneur pendant un certain temps de me raconter tout ce qu'il sent ou tout ce qu'il observe ou tout ce Mm. qui pourrait apporter d'ingrédients à notre recette Mm. sur l'athlète. Et à partir du moment où j'ai recueilli ces données entraîneurs, et Mm. ben là je lui dis bon ben ok, ben maintenant qu'on a tout ça, moi je te Mm. colle le profil cognitif qu'on a évalué. Et après c'est hyper fluctuant. Alors Mm. bon, bien sûr, dans ces cas-là, il faut toujours essayer de s'affranchir des biais cognitifs parce que ben, Mm. là, il y a Mm. forcément des biais de confirmation. Mais en fait, c'est là que c'est intéressant quand moi je colle un profil très, j'allais dire très scientifique. Mm. L'entraîneur, lui, il en a une lecture très terrain. Mm. Et quand je lui dis, ben là, en termes d'inhibition motrice, ton athlète, il est à l'ouest Mm. complet. Et là, d'un coup, il me dit, ouais, mais en fait, Mm. ça, oui, mais ça se voit parce que bah, du coup, sur le terrain, il est vraiment impulsif et on voit clairement que ses capacités d'inhibition, Mm. et ben, il a du mal ou alors il lui faut du temps et du coup, il a une analyse très terrain et c'est ça qui est hyper riche quand on a cet échange-là. Mm. Mm. Donc, des fois, ça corrobore, des fois, ça corrobore pas, mais pour Mm. autant, j'irais te dire que ben, on récolte quand même toujours de la matière, que ça corrobore ou que ça corrobore pas entre Mm. la vision de Mm. l'entraîneur et les résultats au test. Ok, trop bien. Au Et profilage. c'est quoi ton avis de cette mode en rééducation chez les kinés? Parce que t'en connais quelques-uns en plus. Et c'est quoi, pourquoi ça arrive en kiné? Déjà que maintenant, et pourquoi c'est la mode? Pourquoi tout le monde veut s'y mettre? Et puis, alors pareil, j'en discute avec certains autres collègues, on revient toujours sur le croisé, mais si la base entre guillemets déjà elle est pas faite en termes de gestion du processus inflammatoire post-op, puis hypertrophie, puis force max, etc. Et si dès le début on part sur pas que du cognitif, mais trop de cognitif et qu'on oublie de faire la base de la pyramide, c'est pas bon non plus. Mais voilà, pourquoi maintenant tout le monde s'y met? Pourquoi c'est la mode? Pourquoi ça devient à la mode Bon, déjà, je pense que ça devient à la mode un petit peu partout, hein, parce qu'on en Mm. voit maintenant de partout. L'entraînement cognitif, Mm. c'est à la mode, surtout dans le milieu du sport. Déjà parce que je pense que commercialement parlant, et je vais être Mm. assez franche là-dessus, je pense qu'il y en a qui ont compris qu'il y avait un créneau, Un filon. Mm. un filon. Voilà, bon, il n'y a pas toujours la rigueur scientifique et Mm. le bagage scientifique qui va derrière les développements des produits commerciaux, mais ceci mis à part,
je pense que en fait là on est au même niveau que ce qu'a été la prépa physique il y a quelque temps. Mm. Maintenant on a quand même bien étoffé les connaissances en prépa physique. On a des batteries de tests qui sont hyper normées. Tout le monde s'est acculturé aux notions de Mm. force, de puissance, de PMA, de vitesse, de VO2, enfin tout ces tout le monde sait ce que c'est une répète max. Enfin, donc, euh, donc voilà, et une fois que ce champ-là a été au final assez bien défriché et assez bien solidifié scientifiquement Mm. parlant, et ben on s'est dit que le geste il venait quand même finalement d'un petit peu Du plus cerveau. haut et que du coup, il fallait peut-être aller s'intéresser à tout ça. Je pense que l'essor de cet engouement pour la cognition va aussi en parallèle et aussi à mettre en parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le côté un petit peu plus facile maintenant d'installer un EEG Mm. Mm. sur un patient ou d'aller vraiment mettre les mains dans Mm. Mm. l'activité cérébrale de façon un petit peu plus simplifiée qu'avant. Tout ce qui est développement des interfaces human brain Mm. interface a mis quand même beaucoup plus au centre l'intérêt pour la cognition et pour le rôle du cerveau dans le contrôle du geste. Voilà, après, je pense que les kinés, c'est devenu une section universitaire, c'est Mm. dorénavant une section au CNU. Il y a de plus en plus de kinés qui se forment avec des masters recherche et donc du coup qui récupèrent des compétences en sciences du mouvement et qui les amènent vers le kiné, donc vers Mm. la kiné, pardon. Donc voilà, donc je trouve que ça Mm. commence à Il circuler y a des quand même ponts. pas mal de façon bidirectionnelle et voilà, je pense que c'est un ensemble de facteurs qui fait que ouais, la focale ou la lumière et le projecteur est pas mal pointé sur la cognition actuellement en kiné. Mm. Mm. Top. Et justement, quand on revient sur ton parcours, qu'est-ce que ça t'apporte, donc le DU de prépa mentale et maintenant les études de neuropsy que tu vas valider dans les jours qui viennent, on te le souhaite. Et qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à tout ce que tu as fait avant sur la recherche et tout ça? Est-ce que ça te paraît vraiment quelque chose de, entre guillemets, très différent? Ou est-ce que ça complète juste ton parcours au niveau justement cognition et neurosciences? Alors, les deux, c'est très différent en termes de pratique professionnelle. Et au final, ça complète énormément, d'une part, ma partie recherche, comme ma partie recherche et scientifique vient nourrir énormément ma pratique de prep mentale. Mm. Alors, en termes de pratique, en gros, moi, j'ai eu besoin de sortir du labo, Mm. aller voir un petit peu ce qui se faisait à l'extérieur. Mm. Et j'ai eu besoin aussi d'avoir une pratique où il y a un résultat immédiat. En Mm. recherche, en gros, il faut quand même considérer qu'à partir du moment où on conceptualise la manip, où on réfléchit à une problématique, et le moment où l'article est publié dans une Mm. revue scientifique, il peut se passer à minima, vraiment, si tout se passe bien, 2 ou 3 ans. Mm. Moi, j'ai un profil très impatiente et ce lag-là, t'as l'impression que tu travailles, mais Mm. c'est jamais à résultat immédiat. Mm. 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 Et ensuite, j'ai eu quand même besoin aussi d'un échange beaucoup plus de proximité ou face-to-face, one-to-one avec des athlètes et passionnés de sport de haut niveau. Du coup, j'avais besoin j'avais besoin de trouver du sens à toute cette connaissance scientifique qui pouvait être transférée vers l'athlète. Et finalement, à travers les séances de prep mentale, c'est quelque chose que j'ai réussi à avoir. Donc voilà, donc du coup, j'ai eu besoin pour changer de pratique, pour développer un autre type de pratique, pour bien sûr apprendre des nouvelles choses et m'ouvrir et éviter de tourner en rond et tomber dans la routine, ce qui est assez effrayant pour moi. Voilà. Et donc ça, prépa mentale, finalement, pour moi, ça a permis de me former sur tout ce qui était habileté mentale
qui est pour moi vraiment distincte des habiletés cognitives. Donc, bon, les Mmh. habiletés cognitives, je pensais être à peu près OK dessus, au clair dessus. Mais habileté mentale, en termes de beaucoup plus, tout ce qui est motivation, confiance en soi, régulation des Mmh. émotions, tout ça, j'étais un petit peu fébrile. Donc, ce DU prépa mental m'a permis de m'y former. Au final, pour me rendre compte que les deux mondes, enfin moi, l'un apporte à l'autre et enfin c'est vraiment des vases communicants en permanence et c'est hyper intéressant. Et quand j'interviens dans les fédés ou dans des conférences ou quoi, je suis incapable de dire si c'est la partie prep mentale qui parle ou la Mmh. partie chercheur en neurosciences qui parle, parce qu'au final, enfin moi je m'éclate dans cette richesse et de Mmh. mettre tout en commun. Le côté neuropsy, bon déjà parce que je suis passionnée de psy et me manquait vraiment l'analyse purement psy du fonctionnement de l'athlète, enfin du Mmh. fonctionnement des athlètes que j'accompagnais. Et neuropsy, parce que bon, en ayant quand même pas mal de recherches en neurosciences et du coup une intervention, enfin une pratique terrain plus penchée sur la psychologie du sportif, en regroupant les deux, c'est quand même un cursus de neuropsy qui était le plus adéquat avec tout ça Mmh. et bon, qui me permet aussi de réfléchir aux projets futurs, mais ça, pour l'instant, c'est en maturation. Pas de souci. Oh ça tease pour l'épisode 2. C'est ça. Non, 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 parce que c'est même en ébullition pour moi, donc je sais pas encore pour Bon, pouvoir le c'est top, c'est faire. top. Et Laure, est-ce que tu peux nous expliquer sur une semaine type, justement avec, tous ces, on va dire ces jobs, mais qui sont complémentaires, est-ce qu'il y a une semaine type et si oui, comment tu l'organises entre, voilà, entre la recherche, la PM, et tout ça? Alors non, il y a pas de semaine type et heureusement parce que sinon je pense que j'aurais changé. Non, non, et parce qu'en plus de ça, moi, quand tu me dis semaine type, c'est routine et c'est pas possible. Non, il y a pas de semaine type. Et alors déjà la particularité, alors déjà la profession d'enseignant-chercheur, enfin de maître de conf, Mmh. est par définition absolument pas routinier, Mmh. absolument pas rythmé. La seule chose qui rythme vraiment notre année, c'est l'année universitaire avec les heures Mmh. de cours et les modules qu'on a à travers cette charge d'enseignement. Ensuite, la partie recherche, mais ne serait-ce que tu vois, la partie recherche, la recherche, ça va de réfléchir à des problématiques, lire des papiers, répondre à des appels à projets pour demander des financements, Mmh. intervenir avec des industriels, faire des prestats, intervenir dans des fédés, encadrer des étudiants de thèse, Mmh. monter des manips, donc être en salle de manip, faire passer des sujets, Mmh. faire du traitement de signal, enfin du traitement de données à travers du traitement de signal, se former à des nouvelles analyses stats parce que la database, enfin la base de données qu'on a demande de Mmh. nouvelles compétences en stats, partir en congrès pour présenter ses recherches, faire des podcasts pour essayer de vulgariser les résultats de nos recherches. Donc, déjà, ne serait-ce que ça, Mmh. en fonction de là où en est ton projet de recherche, Mmh. et soit tu es en prématuration et tu réfléchis à comment monter la manip, soit c'est terminé et tu le présentes, tu le diffuses. Et puis, on a X projets en parallèle, donc Mmh. forcément, il y a tout qui se mélange, quoi. Et donc, bon, ma semaine, elle est quand même, elle tourne quand même enfin, Mmh. autour de cette activité d'enseignement et de recherche. Donc, j'ai des étudiants en thèse que j'encadre également et des attentes industrielles ou fédérales auxquelles il faut que je réponde avec des deadlines. Mmh. Et autour de tout ça, donc j'intègre les séances de prep mentale dans les trous, je Mmh. dirais, et pareil, là, au niveau de la préparation mentale, c'est par période. Bon, j'accompagne des sportifs qui font grosso modo quand même tous
presque les mêmes sports, ou tout du moins des sports où la saison est tout au même moment. Donc il y a des périodes, hein, il y a des périodes de rush où on prépare la saison, il y a la période de rush pendant la saison où c'est un autre type d'accompagnement en PM, mais voilà. Et puis après il y a la saison off où du coup il y a moins de séances, ou tout du moins c'est des séances qui sont plus des bilans de saison. Et puis après il y a la saison hivernale où du coup c'est de la préparation de saison. Voilà, donc ça permet de moduler le volume horaire dédié à ça dans la semaine. Et voilà. Et à ça, j'ai une petite activité de formation aussi dans des fédés ou dans des différentes formations que je peux faire, et qui me permet encore une fois là de m'assurer que tout ce sur quoi je travaille, j'arrive à le transmettre, et ça a du sens pour les personnes à qui je les transmets, et elles arrivent à le prendre, le digérer et l'utiliser. Et du coup, cette activité de formation et de transmission, elle est hyper enrichissante pour moi. Et à chaque fois, quand je reviens, ça me permet d'avancer sur soit la recherche, soit les recherches perso que moi je vais pouvoir faire pour continuer à avancer, pour tout le temps avancer et jamais essayer de ne jamais stagner. Pas de souci. Et est-ce que tu as voilà, des mentors ou des personnes un peu ressources, ou qui t'ont inspiré sur ton parcours, ou qui t'inspirent encore? Waouh! J'avais pas réfléchi à ça. Je vais pas citer de personne en particulier. Je vais citer plutôt des types ou des profils ou des personnalités qui sont des personnalités, enfin, ou des profils de chercheurs qui ont touché à plein de domaines scientifiques, ou tout du moins qui sont allés butiner dans plein de domaines. En fait, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de dommage dans la recherche, ce qui est souvent l'hyper spécialisation sur un sujet, une thématique. Et souvent, les chercheurs, ils ont cette thématique et ils la poursuivent tout au long de leur carrière. Et alors, ils la décortiquent dans tous les sens. C'est pas du tout critique, hein, c'est vraiment une analyse perso, parce que moi, ça me renvoie quelque chose qui ne me correspond pas. Et du coup, alors j'ai essayé, moi, en permanence de faire plein de projets dans plein de domaines différents pour justement élargir mon spectre. Mais du coup, je suis spécialiste de rien. Enfin, et finalement, pour répondre à ta question, je pense que c'est ces chercheurs-là qui ont cette approche-là de la recherche assez transversale, assez pluridisciplinaire, qui sont des chercheurs qui m'inspirent. Et encore plus quand ils ont eu la possibilité de faire maturer tout ça et de le transférer sur le terrain, et d'avoir une approche terrain, d'avoir une intervention, je sais pas moi, en étant responsable de la perf dans une fédé, ou dans une équipe cycliste pro, en fait, finalement, je trouve que ce que ça apporte, c'est d'avoir une connaissance. Bon, on est en sciences du sport, et de toute façon, je continuerai à travailler effectivement en sciences du sport, mais cette pluridisciplinarité et cette vision assez élargie permet d'avoir une telle connaissance des sciences du sport dans la globalité, que ça permet, je trouve, de s'insérer dans un staff, pas facilement, mais tout du moins de pouvoir participer à tout type de discussion, en comprenant quand même, quand il parle de PMA, on sait ce que ça veut dire. Quand il parle de 120 grammes de sucre par heure, on sait ce que ça veut dire, parce qu'on a un peu de notion de nutrition du sport. Quand on parle de bike fitting, ou de positionnement, ou d'angle, ou de degré de liberté, donc finalement, c'est la richesse de la culture STAPS, hein, c'est d'avoir cette vision pluridisciplinaire. Et moi, c'est le genre de personnes qui m'inspirent, qui ont fait quand même, qui ont une vision très élargie. Voilà. Et à côté des mentors, j'ai croisé sur mon chemin dernièrement des personnes qui sont alors plus du domaine de la prépa mentale ou de la psycho, et qui m'ont, à travers les questions qu'ils ont pu me poser sur moi, qui m'ont
permis d'avancer sur la connaissance, enfin sur savoir de ce dont j'avais besoin pour m'épanouir professionnellement. Mmh. Et voilà. Et je les citerai pas, mais je pense qu'ils se reconnaîtront et je les remercierai jamais autant parce qu'ils m'ont vachement apporté et ils continuent à m'apporter OK, régulièrement. impeccable. Et ça me faisait penser à j'avais enregistré un épisode avec Mathieu Lacombe qui bosse en Italie à Parme maintenant. Et lui, il me parlait de personality T-shape, tu sais, avec un gros, on va dire, un gros couloir de connaissances sur un domaine. Et après, quand tu arrives un peu en haut, ben là, tu vas picorer sur plein d'autres domaines. Et en fait, Ouais. apparemment, c'est décrit comme ça. Et c'est hyper intéressant ce type de personnalité parce que c'est ce que tu dis, hein. Ils sont très bons sur quelque chose, mais après, au bout d'un moment, ils vont aller dans plein d'autres endroits et en fait, tu Mmh. deviens. Alors, bon, après, on part sur de la philosophie, mais est-ce qu'on peut être bon partout ou est-ce que quand on essaie d'être partout, on devient moyen partout? Ça... Je vous laisse réfléchir à la question. Mais voilà, ça fait penser, le type de profil dont tu parles, ça fait penser à ça, ouais. Ouais, complètement, complètement. Et dans ces cas-là, je pense qu'ils sont pas bons partout, mais par contre, ils sont Mm. bons à être partout. Mm. Mm. Ah, c'est philosophique de fou. C'est trop bien. Et Laure, est-ce que tu as des livres sur le sport, sur la performance ou autre qui t'intéressent ou alors que tu relis de temps en temps parce que c'est des livres importants pour toi? Alors des livres que je relis, non. Pour tout dire, je manque de temps pour lire. Enfin, quand j'ai du temps pour lire, bah, finalement, c'est des publis scientifiques, enfin, ou Mm. Mm. des résumés de travaux scientifiques ou d'actualisation des connaissances scientifiques. Non, après, souvent, quand on me pose la question, moi, je cite Jean-Philippe Lachaud, qui m'a quand même pas mal inspiré sur toutes les notions d'attention et je trouve chouette parce qu'il a su décliner, donc il a fait plusieurs livres, hein, mais du coup il a su décliner tous ses livres avec certains qui ont un aspect vraiment très neuro. Donc si on pense au cerveau funambule de Lachaud, bah, il y a quand même une consistance bien neuro. Et puis il est allé jusqu'à faire les petites bulles de l'attention qui sont une BD et Mm. qui permettent Mhm. de comprendre l'attention ou la magie de la concentration qui peut être lu par tes enfants et Mm. pour Mm. comprendre qu'est-ce que c'est que la concentration. Donc ça, j'aime bien. Et j'aime bien et je le cite parce que je suis quand même vraiment. Enfin, si je resserre vraiment mes travaux et je travaille quand même pas mal sur la notion d'attention. Donc Mm. Mm. comprendre ce processus attentionnel. Voilà. Après, j'avais lu, on m'avait fait connaître l'ouvrage de Bigrel sur la performance justement et sa conception de la performance et finalement une conception qui me parle. Mm. Voilà, après, je t'avouerai que là, en ce moment, sur ma table de chevet, j'ai thérapie centrée émotion, je crois, et Mm. j'ai thérapie des schémas, donc c'est issu de thérapie cognitivo-comportementale, donc c'est de la psycho-psycho. Voilà, j'ai un bouquin sur la thérapie ACT, donc thérapie d'acceptation et d'engagement, qui sont aussi une thérapie TCC, enfin, psycho. Euh, J'aime bien les livres de Christophe André et tout ce qui est livre sur l'estime de soi, l'acceptation. Voilà. Et après, j'aime bien aussi voilà, bah, j'ai lu le bouquin de Martin Fourcade, j'ai lu les bouquins de Kylian Jornet, parce que je trouve que le récit du point de vue du sportif, et je suis passionnée de sport de haut niveau, donc j'aime bien lire les récits de carrière et les autobiographies des sportifs pour savoir comment eux, ils l'ont vécu et ils le retranscrivent au Mm. grand Mm. public, quoi. Ok, top. Laure, est-ce que tu peux nous dire aussi qu'on peut te joindre? Est-ce qu'il y a un mail, un des réseaux sur lesquels on peut te contacter facilement et où tu es présente? Ouais, alors réseau, je crois que j'essaye d'être un petit peu plus présente sur Insta, sur mon compte Mental Perf Coaching. Sinon sur LinkedIn, hein, qui reste un réseau pro où j'essaye d'être assez réactive. Voilà.
Bon, Laure Fernandez sur LinkedIn, Mental Perf Coaching sur Insta. Ok, Et puis après mon mail universitaire qui est très facile à trouver sur, sur l'annuaire d'Aix-Marseille Université pour passer par mail aussi. impeccable, parfait. Laure, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi pour l'invitation et bravo pour ce chouette podcast et la pertinence et la richesse de chacun des épisodes. C'est top. Je me régale pendant l'écoute. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À toutes.